I've had all my fingers broken. I've had guns shot at me. I don't want to die out there. The odds are against me. Somebody's going to kill me. And I know it. Au Canada, les femmes autochtones ont 8 fois plus de chances d'être assassinées que n'importe quel autre citoyen canadien. La première fois, quand il m'a sauté dessus, il a été bien trop fort, il était fâché après moi, puis il m'a traîné de la chambre jusqu'à dehors. Oui, j'ai eu peur. Certaines sont victimes d'homicides, assassinées par un conjoint violent ou par un prédateur sexuel. D'autres ne sont jamais revenues à la maison. She's been missing since 1978. She's technically not listed as missing until 2004. A lot of these women were not high risk, and even if they were, it shouldn't matter. You know, and it hurts me that there's no justice for these women yet. Partout au pays, des femmes autochtones disparaissent ou sont assassinées dans l'indifférence et l'incompréhension la plus totale. 200 years of this bullshit here. That's enough. C'est drôle, ça faisait... Je vais juste réagir. Ça faisait super longtemps que j'avais pas regardé la bande-annonce du film. Et puis, une bande-annonce, ça a son objectif, c'est-à-dire convaincre les gens de se déplacer puis aller voir le film. Puis, on a beaucoup discuté, moi et Josette, justement, dans mon travail, j'essaie de surtout pas d'être sensationnaliste, au contraire. Et puis là, c'est ça, je regarde ça, je suis ça donne une idée de ce dont le film traite, mais le ton est quand même, on est plus dans... différent. Oui, vraiment. Peut-être parce que c'est condensé. C'est condensé. On a mis les bouts les plus accrocheurs aussi dans la bande-annonce. La musique. La musique et tout, là. Oui. Ouais. C'est intéressant. Ça lance la question, en fait, parce que on voulait discuter de ça, c'est-à-dire que l'émotion, puis c'est un peu le point de départ, hein, quand on s'est parlé la toute première fois, c'est que l'émotion a mauvaise presse. Nous, on en a discuté ici déjà pas mal dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on considère souvent qu'on exploite l'émotion pour vendre, alors vendre des contenus médiatiques notamment. Mais ce documentaire-là, en fait, montre que c'est possible d'utiliser l'émotion dans un autre objectif, donc de façon productive, citoyenne, je dirais, puis saine, peut-être. Parler de ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'on parle de cette démarche-là, puis qu'est-ce qui fait que c'est possible? Alors, c'est quoi cette démarche, puis qu'est-ce qui la rend possible? D'abord, je pense qu'il faut préciser que ce film-là, c'est un échantillon du travail que je fais, mais c'est un bon exemple, je pense, pour parler justement de comment on gère l'émotion quand on crée une œuvre, qu'il soit documentaire ou de fiction, en film. C'est un bon exemple dans la mesure où c'est un sujet extrêmement lourd et difficile à traiter. Donc, ça a été l'une des premières questions que j'ai dû me poser, c'est comment faire pour en faire un film où l'émotion va passer, mais va pas justement, où on ne sera pas dans le sensationnalisme. J'avais tellement vu et regardé de reportages audio ou vidéo. Radio-Canada, avec Enquête, avait fait un reportage sur la question aussi. Et puis, même si je reconnais l'effort de l'équipe d'enquête qui travaille bien, puis donc avec une éthique de journalistique très forte, malheureusement, je trouve, c'est deux approches complètement différentes, là, faire du journalisme puis donc faire un documentaire. Mais donc, on fait référence au documentaire où les femmes autochtones prenaient la parole et dénonçaient les abus qu'elles avaient subis à Val-d'Or. Donc, c'est probablement avant ce film-là au Québec, le contenu vidéo, le reportage qui est allé le plus loin pour parler de la question. Mais j'ai fini d'écouter le reportage en me disant, merde, on n'a toujours pas compris qui sont réellement ces femmes-là. Puis en aucun cas, je me suis sentie liée à elles ou
Donc, on n'était pas du tout dans l'affect. Donc, on est vraiment, quand on est journaliste, on ne va pas justement descendre dans tout ce qui est l'affect. On va rester dans le cérébral, dans les faits durs, etc. Tandis que, donc, quand on m'a proposé de faire ce film-là, parce que moi, j'avais très peur d'aborder ce sujet-là. D'abord, parce que je suis une femme autochtone, puis que j'ai 2 filles autochtones. Donc, c'est un sujet qui, pour moi, déjà en partant, est très lourd sur le plan émotif. Et puis aussi, comme je disais, c'est un sujet aux enjeux très, très, très complexes. Donc, je trouvais que c'était un peu casse-cou. Fait que je me suis dit, je vais le laisser à quelqu'un d'autre. Puis finalement, on m'a approché, le Canal D puis APTN, pour faire une histoire courte, m'a approché, moi et ma productrice, pour qu'on le fasse. Fait que là, j'ai senti l'appel et puis je l'ai fait. Et puis finalement, ça, comme je disais hier, ça finit par être mon projet le plus fort sur le plan, bien sûr, professionnel, mais aussi sur le plan personnel. J'ai extrêmement appris en côtoyant ces femmes. On voit juste des femmes dans le démo, mais il y a 2 hommes aussi qui se sont livrés de manière très, très touchante. Donc, dès le début du processus de recherche et d'écriture, je me suis beaucoup questionnée sur la place, sur le ton, en fait, que je voudrais donner au film. Puis, c'était quoi vraiment mon objectif, moi, comme cinéaste, à travers ce film-là. Puis, donc, je me suis dit, OK, moi, j'ai jamais ressenti de l'empathie, donc cette émotion-là d'empathie quand j'ai regardé des reportages. Même à enquête, alors? Même à enquête, malgré le fait qu'ils sont allés plus loin que tout le monde avant, puis qu'ils ont fait du bon boulot, là, je le répète. On ne sent pas le lien qui unit le journaliste à la femme, tout ça. Donc, c'est ça. Non, effectivement. Moi, j'ai pas trouvé que... Puis les gens, souvent, la réaction, c'était ça. C'était « Ouais, mais tu sais, c'est des femmes autochtones, c'est loin de moi. C'est des femmes qui se sont mises à risque. Hein? Donc, tu sais, c'est des femmes de la rue qui se prostituent, qui sont toxicomanes. Évidemment qu'elles sont à risque, donc c'est un peu de leur faute. C'est bon, le classique, peuvent se prendre en main. Il y a toutes sortes d'organismes pour leur venir en aide et tout ça. Bon. Donc, c'est beaucoup ça, ce discours-là. Donc, je me suis dit, il faut absolument casser ces réflexes-là puis essayer d'aller comprendre les mécanismes systémiques là, derrière, puis notre histoire coloniale. Donc, il faut vraiment refaire l'histoire un peu du Canada de 200 ans de colonialisme pour arriver à comprendre pourquoi les femmes autochtones se ramassent aujourd'hui dans cette situation-là. Fait que ça, sur le plan, sur le plan technique, c'était comme quand même difficile de tout couvrir ça. Mais donc, aussi... Pour moi, la chose la plus importante, c'était de donner la parole à ces personnes qui n'ont pas la parole et puis de la rendre le plus justement possible. Donc, oui, effectivement, c'est un film où l'émotion est au rendez-vous, là. Donc, on nous raconte des histoires très dures, donc les traumas, tous les traumas intergénérationnels, on passe à travers tout ça. Mais je pense avoir réussi tout de même à montrer aussi des gens qui sont extrêmement forts et résilients et lumineux et drôles et tout ça à la fois. Donc, ils ne sont pas que des êtres brisés. Ils sont aussi des êtres humains attachants, qui ont un parcours de vie difficile, oui, mais qu'on a envie de connaître et auquel on s'attache. Mm-hmm. Donc, l'empathie, c'était à la base de la démarche. Oui. Ouais. Je dirais que comme cinéaste, c'est vraiment l'empathie qui est à la base de tout pour moi. Parce que quand j'ai décidé de faire ce métier-là, j'ai fait une maîtrise en sociaux, le cinéma m'a tombé un peu dessus. Par hasard, je pensais enseigner, mais j'ai toujours été très interpellée par les enjeux qui touchent les premiers peuples, étant moi-même issue de l'un d'entre eux. Donc, j'ai trouvé que là, il y avait un moteur... c'est ça, un moteur très puissant là, pour faire ce travail d'éducation-là que je voulais faire. Donc, qui est de donner des possibilités aux gens de se rapprocher, de mieux se comprendre, tant du côté des Autochtones que du côté des non-Autochtones. Donc, je pense que l'empathie est quelque chose de fondamental. Parce que si on n'éprouve pas d'empathie ou de sympathie pour un groupe de personnes, c'est difficile d'être touché par leur vécu.
En journalisme, on dit souvent que il faut la distance, il Oui. faut se distancier de ses émotions. C'est souvent d'ailleurs associé à la féminité des émotions et dévalorisé en même temps. Donc, on dévalorise les deux en même Oui. temps. Mais donc ça implique que la documentariste laisse cours à ses propres émotions, à l'empathie. Oui. Bien, c'est c'est ce qui est comme- formidable, moi, comment je trouve, parce ça- que je serais vraiment une mauvaise journaliste. Parce que je suis beaucoup trop impliquée avec mes sujets, dans mes sujets. Puis je suis pas là pour faire la critique du journaliste. C'est super important dans une société. Comme je l'ai dit, on a le droit de Oui, critiquer. non, on peut être critique envers plusieurs journalistes. Il y en a journalisme. des formidables qui font du travail super important. Moi, ça, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de raconter des histoires. Puis j'ai le loisir de pouvoir les raconter de la manière que je veux. Donc, moi, j'ai choisi de quand même faire du documentaire qui soit le moins tendancieux possible, donc de présenter la réalité telle qu'elle m'est présentée, quand je fais mes tournages et tout ça. Mais il reste que je fais des choix de réalisation, puis j'ai quand même ce pouvoir-là que peut-être un journaliste a moins, qui permet parfois d'aller plus en profondeur aussi dans un sujet, mais qui volontairement peut laisser... Donc, je ne vais pas nécessairement... je ne suis pas tenue, par exemple, d'aller dans le film. Je ne suis pas allée voir le patron de la GRC pour essayer de lui donner la parole. Je ne suis pas allée là. Pour moi, c'était l'occasion de donner la parole aux femmes. C'est tout. C'est le temps des femmes. Puis, donc, je ne ressens pas de culpabilité par rapport à ça. Puis dans mon travail, c'est correct de travailler de cette manière-là aussi. Puis pour la création de liens, donc cette empathie-là, donner la parole, mais tu avais parlé d'intimité, donc, puis il faut créer ce lien avec, donc ça, comment ça... Mais la vie d'un film, comment ça peut contrairement se faire? à un reportage, si on prend l'exemple d'enquête, OK? Donc, souvent, c'est toute une équipe de recherchistes qui travaillent pendant, disons, 1 mois à faire la recherche, puis après ça, les réalisateurs vont aller sur le terrain, vont boucler le tournage en 1 semaine, puis repartent, et puis ils vont faire le montage, puis ça arrive dans nos télés. Quand on fait un film documentaire comme celui-ci, le cycle d'un film, c'est 3 ans. Donc, la première année, ça sert à développer, donc aller sur le terrain, faire la recherche, créer des liens, écrire le scénario. Pendant ce temps-là, entretenir les liens, parce qu'on leur dit aux gens, là vous allez m'oublier à un moment donné. Je vais essayer de vous relancer parce que je vais revenir. C'est sûr, je ne reviendrai pas avant 1 an vous voir. T'sais. Donc, après ça, la 2e année, c'est vraiment la production du film, donc le tournage, et puis éventuellement le montage. Puis tout ça, bien, au bout de 3 ans, on finit par avoir un film. Donc, c'est vraiment sur du plus... long terme. Oui, c'est du travail de plus longue haleine. Puis ça nous permet forcément de créer des liens très forts avec les gens. Donc, les gens qui sont dans le film, c'est devenu... des amis, en tout cas des gens de qui je prends des nouvelles très, très souvent, tout ça. Donc, je pense pas qu'on fait ça. Donc, cette intimité-là qui se crée forcément, ça transparaît à la caméra. Donc, les gens vont se livrer avec confiance et on va pouvoir aller beaucoup plus loin justement dans les émotions. Je pense beaucoup aux 2 hommes qui ont parlé dans le film, Israël et Régent-Luc. C'est des hommes qui ont tous les 2 vécu dans des familles dysfonctionnelles, dysfonctionnelles de par... donc, je ne referai pas toute l'histoire, mais tu sais, des parents qui sont allés au pensionnat, qui ont vécu des traumatismes, qui sont revenus dans leur communauté, après ça, qui ont donc eu des enfants, mais qui n'ont jamais eu de parents, donc ne savent pas trop comment être parents. Donc, traumatisme, donc on consomme. Quand on consomme, la violence se met dans tout ça. Donc, les enfants, les gens qui sont allés au pensionnat vivent un peu par procuration les mêmes problématiques. Donc, dans le film, c'est ce qui s'est passé avec Régent-Luc et Israël, dont les parents sont allés au pensionnat. Donc, on grandit dans cet environnement-là dysfonctionnel. Et puis, à leur tour, on répétait ça au moment d'être parents. Donc, avec les enfants, n'était pas capable de dire « je t'aime ». Israël a perdu la garde de son premier fils parce qu'il consommait, puis il savait qu'il était pas violent avec ses enfants, mais il était négligent. Donc, il a reçu une lettre de la cour disant qu'il n'avait même plus le droit d'approcher son fils. Puis aujourd'hui, ces 2 hommes-là ont fait... Régent-Luc, son histoire est encore plus... lui, il a été abusé sexuellement toute son enfance. Donc, arrivé à l'âge adulte, c'était un homme rempli de colère qui a fait 3 tentatives de meurtre sur sa conjointe, qui a été violent avec ses enfants, qui a abusé d'autres femmes de sa communauté. Donc, a priori, je vous raconte ça, puis je vous dresse le portrait d'un monstre.
Fait que quand on connaît son histoire et son parcours, c'est lui, à un moment donné, dans sa vie, où il a décidé d'aller se livrer lui-même à la police. C'était soit qu'il se suicidait ou c'est soit qu'il se livrait à la police. Puis il a choisi d'aller se livrer à la police puis d'admettre ses torts. Puis le juge était tellement reconnaissant parce que c'est très, très rare dans nos communautés que les hommes parlent. C'est vraiment la loi du silence, les tabous et tout ça. Donc, lui, il a dit non, moi, je vais parler. Puis le juge a dit, bien, je suis estomaqué de votre honnêteté et tout ça, donc je vais vous donner une peine à purger dans la collectivité. Puis il a dit non, 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 moi, je vais aller en prison. Je vais vraiment payer pour les crimes que j'ai commis. Donc, il est allé en prison. Puis là, à partir de là, il a suivi toutes sortes de thérapies sur une base volontaire. Donc, c'est un homme transformé. Sa femme, qui a été battu par cet homme-là pendant 20 ans, l'a accueilli chez lui, l'a repris. Ils sont super amoureux, se sont remariés. Ils arrivent à faire la paix tranquillement avec leurs enfants. C'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, pour moi, Régent-Luc, c'est un modèle d'homme qui a su justement bien gérer, qui a su à un moment donné laisser libre cours à ses émotions. Puis dans le film, donc Israël et Régent-Luc parlent avec tellement d'honnêteté justement de ce parcours-là. Évidemment, ils ne sont pas fiers là, de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc, ça prenait énormément de courage pour parler de ça. Mais eux, ce qu'ils dénoncent, c'est justement le fait que dans leur communauté, les hommes ne parlent pas. Mais tu sais, des Israël puis des Régent-Luc, nos communautés sont remplies parce que les pensionnats ont fait tellement de ravages que c'est à l'échelle de la communauté les problèmes de violence. Donc, de voir des hommes aussi être capables d'émotions devant la caméra, j'ai trouvé ça assez épatant. Puis je pense que, justement, peut-être cette capacité-là qu'on a en documentaire à tisser des liens beaucoup plus intimes avec des personnes. Donc, j'ai dû gagner leur confiance quand même avant d'arriver là. Et puis ça, c'est seulement le temps qui nous permet de le faire. Donc, l'empathie et le temps permettent d'aller chercher des témoignages, des émotions, puis de l'information. Dans le fond, c'est que ça permet... Ces témoignages-là, moi, ce qui me frappe, c'est que ça permet vraiment de comprendre. Il faut voir le film. Je vous enverrai le lien aussi parce que là, je ne savais pas, mais on peut le trouver aussi sur Internet. Donc, c'est une bonne affaire. Mais c'est que ça permet de comprendre qui est le but de l'info, dans le fond, de permettre aux gens de comprendre les enjeux. Puis en les entendant, ça permet ça, de comprendre. Absolument. Oui. On avait parlé de la question du temps. Il nous reste encore, comme un petit bout, l'éthique. Donc, ça implique, par rapport à la gestion des émotions sur le terrain, ce que tu me disais, c'est que tu peux pas, c'est pas comme en journalisme, on recueille le témoignage, on s'en va. Oui. Mais on peut pas faire ça en documentaire. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais aussi quand on traite de sujets aussi difficiles, on sait qu'on va aller rebrasser des traumas très difficiles chez les gens, donc on va aller gratter des bobos. Et puis donc, en tant que réalisatrice, je sentais que j'avais une énorme responsabilité envers eux, surtout les gens de Vancouver qui sont à l'autre bout du pays. Donc, avec la production qui m'a bien appuyée là-dedans, on s'est assuré d'avoir toujours avec nous un travailleur social, s'assurer que les gens autour des personnes qui sont dans le film aient un entourage. Comme ça, quand moi je pars, ils ont des personnes ressources qui peuvent contacter si jamais ce qu'on a fait en tournage a réveillé en eux parce qu'il y en a qui s'étaient sortis de la consommation. Imaginez, si après ça, à cause de ce que ça a éveillé en eux, ils retournent dans la consommation. Moi, j'aurais pas pu vivre avec ça. Donc, on a tout fait ce qu'on a pu pour mettre un filet de sécurité autour de ces personnes-là. Finalement, ça n'a pas été nécessaire. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que c'était... Bien, c'est pour ça que j'avais choisi aussi ces personnes-là, c'est qu'ils étaient rendus à une étape de guérison, pour la plupart, assez grande pour être capable d'assumer puis d'avoir envie de parler. Donc, les gens me disent aussi souvent, est-ce que ça a dû être difficile, de les faire parler, de se rendre là? Donc, oui, je parlais de l'importance de créer cette intimité-là puis le lien de confiance. Mais une fois que ça s'est fait, j'étais devant des personnes qui avaient un immense besoin de parler. Parce que le micro, ils ne l'ont jamais eu. Et puis Angel, qui est probablement le personnage aussi, la femme qui a vécu, qui a été la plus proche, finalement, la personne vivante dans le film, qui a probablement été celle la plus à risque de devenir une femme autochtone assassinée et disparue, parce qu'elle a été,
elle s'est prostituée toute sa vie depuis l'âge de 11 ans. Puis là, elle en avait 40. Donc, elle a tout vu, tout vécu, consommation de drogue très intense et tout ça. Donc, elle, c'est une femme extrêmement brillante. Elle a dit, il faut que je parle de mon histoire parce que les autres femmes ne sont pas encore capables de la raconter. Puis mon histoire, c'est l'histoire de tout le monde ici. Parlant du Downtown Eastside de Vancouver, là, je ne sais pas si tout le monde situe le Downtown Eastside, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le code postal le plus pauvre du Canada. C'est vraiment, si vous n'êtes jamais allé... moi, la première fois que je suis allée, là, j'ai dû prendre un peu de temps en revenant à Montréal pour absorber, parce que ça m'a vraiment troublée qu'un endroit pareil puisse exister au Canada. On en a d'autres quartiers toughs, là, surtout dans l'ouest du pays. On dirait que c'est plus apparent, là. Winnipeg, tout ça, c'est pas facile, mais là, le Downtown Eastside, c'est quelque chose... deuxième entrevue qu'on a fait, justement, c'était avec Angel, donc, tu sais, j'étais pleine d'émotions, tout ça. Je sors du petit endroit où on avait fait l'entrevue, puis il y a un homme qui venait de se faire pousser par la fenêtre de son appartement, puis qui était tombé, qui s'était fracassé le crâne dans la rue, donc il venait de mourir sous mes yeux. Puis on me dit, ouais, ça arrive super souvent. La plupart du temps, c'est des femmes des prostituées dont leur aventure tourne mal, et puis ou qui ont des dettes de drogue, puis qui se font pousser par la fenêtre, puis la police vient. Puis ils règlent ça rapidement, c'est un suicide. Mais pour l'entourage, c'est un quartier aussi où il y a tellement pas d'aide que le support entre les individus est très fort. Donc, ça traumatise beaucoup les gens, évidemment. Donc, c'est un peu, c'est ça, c'est quelque chose, là, réaliser que dans notre pays, ça se passe, ces choses-là. C'est un terrain difficile. On va parler de la façon de cibler le public, parce que le documentaire vise un public non autochtone. Oui. Puis je m'intéresse à la réception, comment ça a été reçu. Puis je vais poser la question aussi sous l'angle du Québec, parce que aussi hier, j'ai remarqué dans une de tes réponses que tu disais que quand même dans l'Ouest, il y a les gens sont plus au courant. En tout cas, ça se discute plus qu'ici au Québec. En même temps, quand on s'est parlé, tu m'as dit... Par rapport à l'enjeu, ici, c'est bon, on parle de culture francophone, donc parlons du Québec francophone. Est-ce qu'il y a, dans la réception du documentaire ou dans l'idée que tu te faisais du public auquel tu t'adressais, cet enjeu de la langue ou du français, ou particulièrement du public cible québécois, a joué dans ta réflexion? Bien, on en parlait un petit peu tantôt. réactions. Les enjeux qui touchent les Autochtones au Québec attirent beaucoup moins l'attention qu'ailleurs au pays. Pour plusieurs raisons, je pense, probablement proportionnellement. Donc, on est moins nombreux, on est moins visible parce qu'en ville, en tout cas à Montréal, pourtant, il y a au-dessus de 50 000, je pense. Je ne sais pas, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, imagine, mais ça fait 10 ans. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi les derniers chiffres, mais le constat, c'était qu'il n'y a pas vraiment de quartier autochtone. Il y a des petites poches, là, où, surtout les gens qui vivent de l'itinérance vont se retrouver, mais on n'est pas justement dans une ville comme à Vancouver où il y a le Downtown Eastside. Je ne sais pas comment c'est à Calgary, mais à Winnipeg, il y a vraiment le North End où c'est complètement autochtone. Mais je pense que c'est... Des quartiers vraiment aussi beaucoup plus apparents et beaucoup plus rough aussi. Exactement. On n'a pas ça ici. Effectivement, on a eu moins de cas de femmes autochtones assassinées et disparues au Québec. Donc, quand on entend parler de ça dans l'inconscient collectif, on a l'impression que c'est une problématique qui appartient à l'Ouest canadien. Pourtant, c'est un peu vrai si on regarde les chiffres, mais la violence sous-jacente, donc la violence systémique, la violence intrafamiliale dans les communautés, elle est la même d'un bout à l'autre du pays. Puis c'est ça qui fragilise les femmes, qui vont les amener à quitter leur communauté, les amener en ville, dans des quartiers justement plus difficiles où là, elles vont être à risque. Donc, c'était une façon... Donc, le but du film, c'était une façon d'éveiller les Québécois à cette problématique-là, puis de dire non, c'est pas ça. Regardez ce qui se passe dans l'Ouest, parce que la moitié du film est dans l'Ouest, puis l'autre moitié est au Québec. Puis regardez, ce qui se passe au Québec, c'est la même chose. Fait que, si on ne s'attarde pas au sujet, nous aussi, un jour, on va avoir de plus en plus de femmes autochtones qui vont disparaître.
Donc ça, c'était l'objectif. Mais quand j'ai fait le film, je savais que j'allais vouloir m'adresser à un public non autochtone. Puis je l'ai montré, puis des fois, ça arrive que j'ai fait beaucoup de présentations en classe, cégep, université, où j'ai toujours 2, 3 étudiants autochtones, puis je fais toujours attention, je vais les voir parce qu'eux aussi, ça éveille beaucoup de trauma en nous. On le reçoit, ce film-là, comme... c'est pas nécessaire pour les gens des communautés de retourner dans ces traumatismes-là qu'on voit dans le film. Ils connaissent déjà tout ça, tu sais. Donc, ils apprennent rien. Tout ce que ça fait, c'est venir rejouer dans le bobo. Tandis que pour un public non autochtone, là, on est vraiment dans la nouveauté. Par contre, on a beaucoup parlé de la question des hommes hier qui refusent de parler, puis ça m'a fait réaliser à la fin de la soirée que s'il y avait un film à faire du genre pour les communautés, là, je l'axerais vraiment sur les hommes, sur leur incapacité à parler, puis qu'est-ce que ça fait quand on parle, puis le bien que ça fait quand on parle pour en encourager d'autres à prendre la parole, parce que je pense que c'est là où on va arriver aussi à briser le cycle là, du problème. Mais oui, donc la réaction, je m'attendais à une réaction forte, là, forcément, quand j'étais devant ces histoires-là. Je me disais, mon Dieu, c'est sûr que là, on a du matériel pour faire brailler. Puis je me disais, ça va être important de doser dans le film les émotions. Tu sais, on ne peut pas s'en prendre, on ne peut pas manger des coups pendant 2 heures. Tu sais, je ne voulais pas ni désensibiliser le public en disant, hey, j'en ai trop, je ne suis plus capable, ou encore qu'on verse dans le sensationnalisme. Donc, c'est important pour moi d'alterner entre des histoires difficiles, des moments de grande affection, de tendresse, simplement d'humanité, de beaux paysages. Donc, dans le choix musical aussi. Donc, ou comme le petit garçon qui tombe. Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est comme un moment du quotidien. C'est ça, un petit comic relief. Il n'y en a pas tant que ça, là, franchement, dans le film. Là. C'est ça, c'est pas une comédie, mais il reste qu'on a des moments où, justement, Fridolin et Régent-Luc, ils prennent un café sur leur balcon, puis ils jasent de leur journée. Puis... Donc, on n'est pas... C'était important pour moi de garder ces moments-là, même si j'ai dû... tu sais, un film, ça a une durée maximale, là, en haut de 75 minutes d'habitude. Le montage, les enjeux au montage. Oui, les enjeux au montage. Puis on se retrouve aussi, quand on traite d'un sujet aussi difficile, devant des choix difficiles à faire. Évidemment, quand on tourne toujours plus que ce qu'on a besoin. Donc, on coupe. Mais quand on reçoit des témoignages où les gens viennent se confier, ça prend tout leur courage, leur trip. Moi, je me sentais... J'ai réalisé, aïe, je suis responsable de leur donner cet espace-là à l'écran. Puis il y a des coupures que j'ai faites qui ont été très difficiles à faire parce que je me sentais vraiment coupable de pas le mettre à l'écran. Puis c'est pas parce que c'était pas bon, c'était juste qu'une autre personne venait de le raconter. Là, ça servait plus au récit, tu sais. Donc, j'ai fait ces choix-là. J'ai dû m'expliquer puis faire comprendre aux gens, tu sais, parce que... justement, le couple Régent-Luc et Fridolin ont trouvé ça difficile la première fois qu'ils l'ont regardé. Ils m'en voulaient beaucoup. Puis finalement, là, on est super amis. Puis ils me disent à quel point ça a été un événement marquant dans leur vie. Puis une des bonnes choses qui leur est arrivée, de parler. Mais ça a été dur. C'est pas évident de faire ces choix-là. C'est bon. Bien, moi, j'ai une dernière question, mais je vais la garder pour la période de questions. Donc, parce que je voudrais vous laisser la parole. Là, on est rendu là. Hein? Je vois pas bien. Mon angle n'est pas bon pour... Oui, c'est ça. Donc, j'ouvre la période de questions. Sentez-vous à l'aise? Oui, bien sûr. Je vais voir si... Ben, est-ce que tu avais une question, Marie-André? Vas-y. Oui, une peut-être, puis ensuite Martin, puis ensuite je privilégierais les étudiantes et étudiants. Bien, en fait, tu sais, vous avez abordé ensemble là, la question des affects. Ma question, c'est... Il faut prendre le micro pour les gens en ligne, qu'ils entendent la question, pas seulement la réponse. Et j'ai trouvé ça intéressant quand tu as parlé... Je pense que ça marche pas. Ça marche? OK. J'ai trouvé ça intéressant quand tu as parlé du documentaire d'enquête. Tu sais, moi, dans mes cours, j'enseigne beaucoup. Tu sais, j'enseigne survolé. Oui. Puis, je parle de ces questions-là avec mes étudiantes puis mes étudiants.
Puis j'ai trouvé ça intéressant quand tu as dit que quand tu as regardé le documentaire d'enquête, bien que ce soit vraiment un genre qui est différent, c'est du journalisme, etc., tu t'es pas senti reconnu, que tu t'es pas reconnu ou enfin que tu n'as pas senti qu'il y avait vraiment de lien ou de relation avec ces femmes-là. Puis je me demandais si tu considérais que, en fait, par rapport à ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de populations différentes. Est-ce que ça peut être lié, par exemple, au fait que tu es de Montréal, que tu détiens un capital, disons, culturel différent, que tu es peut-être issu d'une classe sociale différente, ou c'est vraiment juste le traitement? Que je me sois pas Ouais. sentie touchée. Bien, en y repensant, là, pendant que tu posais la question, je me disais, je pense que j'ai peut-être trop le nez dedans aussi. J'ai trop le nez dans le sujet. Mais c'est parce que c'est sûr. je me suis pas sentie interpellée, c'est pas vrai. Tout m'interpelle c'est-à-dire qu'on dirait que j'ai une compréhension supplémentaire parce que je suis tout le temps dans les communautés à travailler avec ces gens-là. Mais quand j'ai essayé de porter un regard extérieur sur le documentaire, je me suis dit, ils vont pas assez loin. Moi, je connais... En fait, c'est ça, c'est que moi, je connais encore plus de choses sur elles, puis je comprends pas qu'ils soient pas allés là. C'est plus dans ce sens-là. Je me disais, pour que les gens comprennent, là, il manque une dimension humaine à ce qui est en train de se passer là. Mais je comprenais par exemple, est-ce que tu ça peux fait nous dire longtemps. C'est 2015, ça? Bien, par exemple, juste le choix des lieux de tournage, ça se passe beaucoup autour d'une table, ça se passe au Centre d'amitié autochtone. Bon, c'est tous des lieux que je connais, mais jamais on est rentré dans les maisons, on n'a pas vu les enfants. Tout l'univers autour de la personne qui rend ça, justement, il n'y a jamais de moment où on rigole là, dans le reportage. Il n'y a pas de respire, là, on nous balance ça non-stop. Fait que je me disais, ces femmes-là ne sont pas que ça. Puis là, ce qu'on voit devant nous, c'est des femmes brisées, amochées, poquées, qui braillent tout le long. Puis là, je me disais, c'est pas juste ça, la réalité. Oui, je pense que c'est juste ce que tu dis. En fait, je pense que je me suis mal exprimée par rapport à mon ressenti sur l'émission. C'est plutôt le contraire. Je suis trop dedans. Donc, j'ai tout vu ce qui manquait dans leur reportage pour qu'on puisse aller vraiment toucher le cœur des gens. De les voir dans leur quotidien. Oui, bien... Dans leur milieu, C'est pas tant de voir oui, d'autres puis aspects négatifs de leur milieu. Comme je dis, c'est pas une critique par rapport au reportage. Je comprends les conditions de travail puis l'objectif de leur reportage, puis ça a fait ses efforts, puis ça a été super important. Ça a marqué un point tournant. Ça a même, je pense, qu'il a été ça qui a poussé la Ville de Val-d'Or à lancer une commission. Fait que c'est super important. Je les applaudis, là. Je voulais en parler pour distinguer le style documentaire du style journalistique. Merci. Martin. En fait, je trouve très intéressant votre démarche en tant que telle. Puis j'ai une question à vous demander comme historien, parce que moi, je suis un historien de formation. Puis la question du témoignage est cruciale dans le travail de l'historien. Historienne, parce que c'est avec ça, justement, qu'on est capable de reconstituer ce qui s'est produit. Puis là, on a affaire à des femmes qui connaissent des expériences qui sont extrêmes, là, puis qui sont particulièrement traumatisantes. Très souvent, le témoignage, nous autres, on a tendance à voir ce qui est parlé en tant que tel, les phrases, qu'est-ce qui est écrit, qui va nous servir par l'écrit. Dans une expérience extrême, il y a souvent des silences là-dedans. Comment vous traitez le silence? Lorsqu'on arrive, vous allez avoir vous avez une femme qui a connu, qui a été violentée, qui a connu une situation extrêmement pénible, mais en même temps qui arrive pour raconter son histoire. C'est important pour elle de la raconter, mais très souvent, ces récits sont entrecoupés de silence en tant que tel. Puis là, le message passe aussi à travers le silence. Comment vous le traitez? Et le non-verbal, hein? Avec le plus grand des respects. Comme je pense que, comme tous les réalisateurs documentaires que je connais, quand on est devant quelqu'un qui prend une pause, là, quand on commence, ça nous met mal à l'aise parce qu'on a le goût de l'aider. Mais là, malheureusement, en documentaire, on est content puis on essaie de laisser la personne aller dans son silence parce que c'est souvent là que le meilleur s'en vient. Donc, mais le traiter avec beaucoup de respect, puis le laisser à l'écran aussi, pas le couper au montage. C'est justement les bouts qu'il ne faut pas couper au montage parce que c'est tout là où on sent l'humanité, finalement. Tu sais? Ouais, je ne sais pas si ça répond bien à la question. Vous avez un avantage sur nous, parce que moi, je regarde un texte écrit,
qu'elle ne voit pas le silence. Oui, c'est vrai. Non. Ça, donc, on voit un récit continu, et ainsi de suite. Exact. Et, je vois un récit continu, je vois que c'est l'avantage extraordinaire que vous avez comme cinéaste, et en même temps comme le fait de prendre, de reconstituer ces sources-là, ces récits-là en tant que tels, de pouvoir... Mais là, le problème, ça va être le traitement, parce qu'il va y avoir des heures et des heures et des heures d'enregistrement entrecoupées de silence. Et quand on veut vous raconter une histoire, et raconter une histoire, à un moment donné, il y a une question d'économie des gestes, économie de la parole, économie des images qui doit jouer là-dedans. Vous ne pouvez pas faire un film comme... moi, je pense au film Shoah, par exemple. Le film Shoah qui est porté sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Holocauste. C'est quoi, c'est 8 heures de film? C'est énorme. Puis ça a des témoignages. Non, j'avais pas ce luxe-là, mais on peut quand même jouer sur les silences puis les laisser au moment opportun. Pas tous. Des fois, c'est juste parce qu'on cherche la réponse dans notre tête, puis le silence ne veut pas dire grand-chose. Mais dans certains cas, le silence est vraiment lourd de sens. Puis dans ce temps-là, on saute dessus puis on le garde. Parce qu'il est chargé d'émotions, Ouais. qu'il est chargé d'informations. Je l'ai vu beaucoup avec Israël. Israël, je le laissais... C'est un ami en plus, fait que c'était difficile pour moi de le laisser patauger tout seul dans son émotion pendant son silence. Mais je savais qu'il était important au rendu, tu sais. Merci. Des questions? Oui. Je vous amène le micro. Merci pour le film, c'était vraiment... Enfin, j'ai pas vu le film encore, mais du coup, s'il y a le lien, ça va être vraiment intéressant de le regarder, mais c'était vraiment intéressant d'avoir ce background. J'avais une question, parce que visiblement, du coup, tu t'es lancé dans ce documentaire un peu par opposition à ce qui était présenté dans les journaux, pour aller un peu plus loin, montrer des choses. Donc j'imagine, même si on n'écrit pas de scénario de documentaire, que tu avais un peu scénarisé ce que tu attendais que les gens disent. Comment tu fais une fois sur le terrain pour avoir ça? Ouais. Les scénarios en documentaire, c'est rendu une obligation là, des bailleurs de fonds. Là. Donc, maintenant, ça me fait rire. Mais c'est devenu un exercice important pour moi, mais on s'invente l'histoire qu'on s'en va chercher. Après, on met des citations, on invente des affaires qu'on n'a pas recueillies sur le terrain, puis on se dit, c'est pas grave. Ça, c'est pour aller chercher des sous. Puis après ça, mais quand même, le fait de coucher sur papier, comme une histoire, comme si c'était une fiction, ça permet aussi de se mettre dans notre tête, c'est quoi notre ligne directrice, sont où nos objectifs, sont où, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Puis après ça, bien, on met ça dans notre poche arrière, on s'en va sur le terrain, puis on voit ce qui se passe, puis on s'adapte. On colle pas au scénario, bien sûr. Puis des fois, j'écris... En fait, ça me fait toujours ça. Chaque fois que je finis d'écrire mon scénario de documentaire, je me dis, mon Dieu, je réussirai jamais à écrire Je réussirai jamais à avoir une réalité aussi trépidante. C'est le contraire qui se produit à chaque fois. La réalité dépasse de loin la fiction en termes surtout d'émotion, puis de... Ouais. Ok, ben merci, ça répond parfaitement. Et est-ce que les scénarios sont publics? Enfin, j'ai jamais vu à quoi ça pourrait ressembler, ce serait vraiment hyper non, c'est pas public. Il y a... C'est ça, là, je discutais tantôt que je suis en train de préparer en fait, j'ai commencé le montage d'un long métrage documentaire sur Joséphine Bacon et son œuvre. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissez. C'est une poète Innu. Formidable personnage. Là, pour moi, ça, c'est le cadeau d'une vie qu'on m'a fait, qu'elle accepte que je réalise un film sur sa vie, son œuvre. Et puis là, la SODEC, qui est le principal bailleur de fonds là, pour nous en cinéma, a tellement aimé le scénario qu'ils ont demandé à ce qu'il soit en ligne pour aider les jeunes auteurs à voir c'est quoi un scénario de film. Donc là, je pense qu'en ligne, on peut le trouver, SODEC, puis c'est Joséphine Bacon, je m'appelle Humain, c'est un titre de travail, là. Mais tu sais, c'est ça. C'est drôle parce que j'ai relu le scénario avant de commencer le montage. Puis je fais, on est vraiment loin de ce qui était dans le scénario. Le scénario, il est bon. C'est intéressant à dire, mais ça ne sera pas ça le film. Ça sera pas ça le film. C'est intéressant. Je pense que Mamadou, oui, puis ce sera la dernière question, à moins qu'il y ait une question en ligne. On ira à la... Moi, j'ai deux préoccupations. La première, c'est qu'en fait, à l'annonce, quand on a commencé à diffuser la bande-annonce, j'ai regardé parallèlement l'annonce et vous, ou toi. Je vous ai vu baisser la tête. En ce moment,
est-ce que c'était un coup d'émotion qui revenait par rapport au vécu du tournage ou réellement tu as eu des scènes et des confidences qui étaient remplies d'émotions et de couleurs qui t'ont replongé par rapport à la bande-annonce? Et quel est l'effet ressenti après avoir tourné le film? Est-ce que vous vous êtes senti ange pour avoir porté la voix aux sans-voix, ou bien vous vous êtes senti démon par rapport aux critiques? Et souvent, ce n'est pas facile de toucher l'intouchable dans des communautés où réellement ces genres de sujets sont extrêmement ressentis et touchants. Ouais. Est-ce que les gens ont plébiscité votre œuvre ou d'aucuns vous ont vraiment critiqué pour vous dire vraiment plus jamais ça, qu'elle ne revienne pas ici? Ah, non, c'est pas arrivé du tout. En fait, tantôt, j'ai baissé la tête parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas vu la bande-annonce, puis je me suis dit, je suis devant des gens qui n'ont pas vu le film, puis là, ils voient la bande-annonce, puis je trouve que mon film, c'est pas ça. Un peu comme je disais tantôt, je trouve que c'est très ingrat de faire une bande-annonce. Ça a un seul objectif, c'est un teaser en anglais, donc c'est de teaser, puis de vous encourager à aller voir le film. Je regrette souvent, de pas voir le film hier, mais j'ai... Non, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on fait un film, on donne la bande-annonce justement à quelqu'un d'autre de l'extérieur qui n'a rien vu puis qui refait ça parce que nous, on est tellement proches qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc, c'est pas que je la trouve pas bonne, c'est juste que je me sens coupable que vous voyez juste ça parce que c'est pas ça le film. Pas du comme tout. Ophélie disait hier, elle dit c'est l'utilisation de l'émotion, pas dans le sens stratégique, mais l'émotion là-dedans, elle n'est pas surfaite. Ce qu'on voit souvent dans des documentaires qui, par ailleurs, s'intéressent à des enjeux hyper importants. Tu parlais des Rohingyas, je pense? Un documentaire sur la condition des femmes Rohingyas dans leur communauté après les viols qu'elles ont subis. Et justement, je disais que c'est marrant, je suis d'accord tout à fait avec le décalage qu'il y a entre la bande-annonce et le film, où justement dans le documentaire, si on est si proche et si ça touche autant, c'est parce que l'émotion n'est pas du tout surconstruite, on joue pas du tout sur le sensationnalisme ou sur des effets de ralenti ou de musique un peu trop prononcée qui va un peu trop appuyer le côté dramatique de ce qu'elles ont vécu, où justement là c'est vraiment juste à nu et sans filtre, comme une conversation en fait, comme si on était à ta place face à la personne interviewée, et c'est ça qui pour moi fait la force du documentaire. Merci de le souligner, ouais. Puis justement, juste pour finir avec votre question, je pense pas que je me sens ange, mais je me sens certainement pas démon parce que le film a vraiment rempli son objectif. Et puis, j'ai pas eu de critique, à part à une émission bidon sur Radio-Canada, je me souviens pas comment ça s'appelle. Des gens qui discutent des émissions qui passent à la télé. En tout cas, je comprends pas l'utilité de ces émissions-là. Oui, c'est juste la TV. Puis là, ben, tu sais, c'est qui anime ça, là? Non, je connais pas assez bien, mais finalement, je pense qu'ils avaient vu le film en diagonale, puis ils avaient dit, bon, encore des Indiens qui se plaignent de... Ça a été ça un peu. Mais de façon générale, dans le public, le film il est bien reçu parce que je pense, justement, j'ai eu ce doigté de traiter l'émotion avec respect. Puis même, moi, ma question, je me permets de la poser, mais c'est qu'au Québec, on a l'impression, en tout cas, que, étant donné qu'il y a comme un déni dans l'identité québécoise francophone, cette idée que les francophones ou les descendants des colonisateurs français ont mieux traité les Autochtones que les Anglos l'ont fait. Puis moi, c'est pour ça que je posais la question sur... Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est plus sensible, justement, d'amener cet enjeu-là, de nommer cet enjeu-là au Québec francophone? Tu l'as pas senti dans la réception? Non, j'ai l'impression que souvent, les Québécois francophones sont très préoccupés par leur propre... par toute cette question de l'identité nationale, puis oublient qu'avant eux, il y avait déjà des nations et tout ça. Donc, c'est assez drôle qu'on se comprenne pas mieux au Québec, vu qu'on partage un passé de colonisé, entre guillemets, mais avant d'être colonisé par les Anglais, on a quand même été colonisé par les Français. Ça, c'est drôle, je suis allée quelquefois à Paris, puis les Français, il faut leur rappeler, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été les amis des Indiens.
J'ai dit d'accord, là, on s'entendait bien par moment, mais on vous a aussi permis de survivre à une coupe d'hiver, puis vous soigner de beaucoup de maladies. Et puis après ça, quand même, vous avez pas toujours été très gentils. Mais ils reconnaissent pas du tout leur passé colonial au Québec. Donc, c'est très drôle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Oui. Okay. Est-ce que tu veux le lire? Oui, je vais le lire. C'est quelqu'un qui est à Winnipeg. C'est José qui dit il m'est difficile de poser des questions parce qu'elle n'a pas tout écouté. Ici, à Winnipeg, les Premières Nations sont omniprésents pour ceux qui veulent les voir. J'ai vécu 2 ans avec une famille, un clan, Soto. Et mon conjoint a enseigné plusieurs années dans une école de la réserve de Fort Alexander. Mon expérience de vie au sein de ces communautés, nous avons partagé avec eux leur quotidien. Ça nous a permis de mieux comprendre les enjeux sociaux et humanitaires des femmes autochtones au Canada. La meilleure façon pour nous d'arriver à voir et accepter l'humanité de l'autre est de partager avec eux leur quotidien. Durant mes 26 ans de vie au Québec, la ségrégation complète entre autochtones et population blanche font en sorte que comprendre l'humanité de l'autre est problématique et le restera. Mes visites à Kahnawake ont été pour moi des moments extraordinaires de chaleur humaine et malgré la douleur. Bien, je vais juste me permettre de rebondir parce que c'est super important comme témoignage. Puis, je me souviens d'un tournage où j'étais en visite. Je m'étais jamais rendue dans la communauté Atikamekw d'Obidjouane. C'est considéré comme une des communautés autochtones les plus toughs au Québec, là. Beaucoup de problèmes sociaux. Puis on est arrivé là avec mon équipe, puis j'étais avec Marc Séguin, l'artiste, puis en tout cas, c'était pour une série documentaire. Puis moi puis Marc, on s'est regardés, puis on était habités de la même émotion, on se sentait oppressés, déprimés, là, tu sais. Puis finalement, on reste là quelques jours, on rentre dans les maisons des gens où il y a de la bouffe, de la bonne humeur, des rires. Puis là, on se dit, OK, c'est pas ça. Fait que, donc, c'est là où des fois, je trouve qu'on n'arrive pas à dépasser ça parce qu'il faut le vivre. Donc, j'essaie de faire ça à travers mes films, donc de donner cet accès-là privilégié si on n'est pas capable de se rendre. Parce que oui, c'est jamais juste mauvais ou difficile. Excellent. Bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus. Merci.